les figures lézards d'Obéide. Dans les plaines du sud de l'Irak, là où le Tigre et l'Euphrate traversent un désert sans fin, se trouve l'un des tout premiers berceaux de la civilisation. Bien avant que Babylone ou Sumer ne sortent du sable, une autre culture s'épanouissait ici, un peuple qu'on appelle aujourd'hui les Obéides. Ils ont construit les premiers villages, cultivé les premières récoltes et laissé derrière eux des objets qui intriguent encore les archéologues à ce jour. Parmi ces objets, il y a une poignée de petites figurines en argile qui ne ressemblent à rien d'autre dans l'histoire humaine. Des formes humanoïdes avec des corps longs et minces, de grands yeux en amande et des têtes qui ont l'air indéniablement reptiliennes. La période d'Obéide précède les Sumériens de presque 2000 ans, remontant à environ 5000 avant Jésus-Christ. C'est à cette époque que les fondations de la société mésopotamienne ont été posées. L'irrigation, la poterie, le commerce et la religion organisée, tout a commencé ici. Les gens d'Obéide vivaient dans des maisons en briques de boue, cultivaient la terre le long des rives et construisaient des temples dédiés aux premières formes des dieux qui domineraient plus tard la mythologie sumérienne. Pourtant, malgré toute leur influence sur la suite, on sait très peu de choses sur eux. Il n'y a pas d'écrit de l'époque d'Obéide. L'écriture n'allait apparaître que bien plus tard. Ce qu'on sait vient entièrement des objets qu'ils ont laissés. En 1910 à 9, des archéologues britanniques dirigés par Henry Hall ont commencé des fouilles sur un site appelé Tel al-Ubaid, pas loin de l'ancienne ville d'Ur. Ce qu'ils ont trouvé semblait ordinaire au début des tessons de poterie, des outils, des objets ménagers. Mais en creusant plus profond, ils ont déterré une collection de petites figurines faites d'argile et cuites dans des fours primitifs. La plupart ne faisaient que quelques centimètres de haut, mais leur design a scotché l'équipe sur place. Ce n'étaient pas les figurines de fertilité ronde et humaine typiques des cultures anciennes. Les statues d'Obéide étaient grandes et allongées, leurs membres fins et anguleux, et leurs têtes, longues, lisses et pointues, ressemblaient à celles de reptiles. Plus ils en trouvaient, plus la collection devenait bizarre. Certaines figurines étaient masculines, d'autres féminines. Plusieurs statues féminines tenaient des nourrissons, les berçant dans des poses maternelles clairement humaines. Pourtant, la mère et l'enfant avaient les mêmes traits reptiliens écaillés. Leurs yeux étaient grands et bridés, leur bouche minuscule ou absente, et leur peau marquée de motifs qui ressemblaient à des écailles. Autour de leur cou, il y avait des colliers, et sur leur tête, ce qui ressemblait à des casques serrés. Dans chaque cas, l'artisanat était minutieux et délibéré. Ce n'étaient pas des effigies grossières faites pour un rituel. Elles étaient précises, cohérentes et clairement destinées à représenter un être ou une espèce spécifique. Au début, les statues ont été cataloguées et stockées sans grand bruit. L'archéologie au début du XXe siècle se concentrait encore sur l'histoire biblique, et les trouvailles qui ne collaient pas au récit établi étaient souvent ignorées. Mais alors que d'autres sites d'Obéide étaient fouillés dans les décennies suivantes, à Eridu, Ur et Lagash, des figurines similaires ont commencé à apparaître. Dans les années 1940, assez d'exemples avaient fait surface pour que les chercheurs commencent à y prêter attention. Le problème, c'est que rien de tout ça n'avait de sens. Il n'y avait aucun mythe, aucune inscription ou tradition artistique dans la culture mésopotamienne ultérieure qui ressemblait à ces figures. Les Sumériens qui ont succédé aux Obéides ont laissé d'immenses archives écrites sur leurs dieux et héros, mais nulle part ils ne mentionnent de divinité ou d'êtres reptiliens. Le parallèle le plus proche était le mythe des Anunnaki, un groupe de dieux du ciel descendus sur Terre, mais même eux étaient décrits comme humanoïdes. Les statues d'Obéide semblent appartenir à un monde totalement différent. Les chercheurs ont proposé plusieurs théories au fil des années. Certains suggèrent que les figures pourraient représenter des hybrides homme-animal utilisés dans le symbolisme rituel, peut être un précurseur des dieux zoomorphes apparus plus tard en Égypte et en Mésopotamie. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'exagérations artistiques ou de costumes de cérémonie portés par des prêtres, mais ces explications ne collent pas avec le détail des sculptures. Les figurines d'Obéide ne montrent aucun signe de vêtements et les traits reptiliens semblent biologiques, pas décoratifs. Peu importe leur but, elles soulevaient des questions difficiles. Pourquoi une culture pré-sumérienne, sans lien connu avec les reptiles dans sa mythologie, consacrerait-elle autant d'efforts à dépeindre des êtres comme ça? Était-il symbolique ou basé sur quelque chose ou quelqu'un que le peuple d'Obéide croyait avoir vraiment vu? Ce qui ajoute au mystère, c'est à quel point les Obéides étaient avancés pour leur époque. Ils ont construit certains des plus anciens temples connus de l'histoire humaine, élevé des plateformes avec des agencements complexes qui préfiguraient les ziggourats de la Mésopotamie future. Leur société était organisée avec des preuves de structures de classe et de réseaux commerciaux s'étendant à travers le golfe Persique. Ils étaient loin d'être primitifs, c'étaient des innovateurs. Et pourtant, ces statues suggèrent des croyances
ou des expériences qui ne rentrent pas bien dans une progression culturelle connue. Certains chercheurs ont souligné que les traits étranges des statues visages étroits, grands yeux, crânes allongés, ressemblent à d'autres représentations anormales trouvées dans les cultures anciennes. Des Wandjina d'Australie aux dieux serpents de Mésoamérique, l'imagerie du serpent ou du reptile apparaît de façon répétée dans l'art ancien. Que ce soit une coïncidence ou un archétype symbolique partagé reste une question ouverte. Malheureusement, une étude plus poussée des figures d'Obéide est devenue quasi impossible. La plupart des artefacts originaux sont conservés au Musée national d'Irak à Bagdad, qui a été lourdement pillé lors de l'invasion de 2003. Alors que certaines statues ont été récupérées, d'autres ont complètement disparu. Les archives du musée restent fermées aux chercheurs étrangers et les photos des figurines sont rares. Seules quelques images en noir et blanc, prises avant les années 1980, survivent, montrant les statues dans un état fragile derrière une vitre. Pour l'instant, leur nombre exact et leur provenance sont incertains. Ce manque d'accès a donné aux figures d'Obéide un statut presque interdit en archéologie. Ce sont de vrais artefacts vérifiés, pas des canulars ou des exagérations. Mais l'impossibilité de les étudier davantage en a fait l'un des grands puzzles perdus du monde antique. Les quelques répliques qui existent dans les musées européens sont basées sur des dossiers incomplets, rendant l'analyse détaillée difficile. À ce jour, aucune étude complète sur les figures lézards d'Obéide n'a été publiée depuis plus de 40 ans. Chaque tentative de revisiter le sujet se heurte au même problème, pas de nouvelles données. Les figurines sont soit perdues, soit enfermées, soit trop fragiles pour être déplacées. Pour les chercheurs modernes, elles sont comme des messages d'une époque qui refuse de parler. Des preuves physiques sans histoire. Pour l'instant, tout ce qu'on a, ce sont des théories. Certains croient qu'elles représentent des dieux de la fertilité ou de la transformation, combinant des traits humains et animaux pour symboliser la création. D'autres les voient comme des gardiens ou des esprits ancestraux liés au premier temple. Quelques-uns, aux frontières de l'interprétation, suggèrent qu'elles pourraient préserver des souvenirs de rencontres avec des êtres qui ne sont pas de cette terre, des visiteurs qui ont inspiré les premiers mythes des dieux. Et tant que les portes du musée ne rouvriront pas, le mystère de ces anciennes figures reptiliennes restera scellé, tout comme les caveaux et les tombes qu'elles précèdent de milliers d'années. Si les Obéides nous ont laissé leurs dieux reptiles, les premiers artistes du Japon ont être sculptés leurs visiteurs portant tout autre chose. Les têtes colossales Olmec. Les jungles du sud du Mexique cachent une civilisation qui précède les Aztèques, les Mayas et presque toutes les autres cultures des Amériques. Bien avant que les temples ne s'élèvent à Teotihuacan ou que les pyramides n'apparaissent dans le Yucatan, les Olmecs sculptaient déjà des monuments si vastes et précis que les ingénieurs modernes se demandent encore comment ils ont été faits. Leurs créations les plus célèbres, les têtes colossales en pierre de la Venta, restent parmi les plus grandes énigmes de l'archéologie américaine ancienne. 10 septes de ces sculptures massives ont été trouvés à travers ce qui est maintenant les États de Veracruz et de Tabasco, éparpillés parmi les ruines des anciennes cités Olmec. Chacune est unique, sculptée dans des blocs solides de basalte volcanique, pesant entre 10 et 40 tonnes. Certaines mesurent près de 3 mètres de haut, d'autres sont à moitié enterrées, leurs immenses visages fixant le sol de la jungle comme s'ils veillaient sur un monde oublié. La première de ces têtes a été découverte en 1862 par un ouvrier agricole qui défrichait des terres près de Trezapots. Elle était si grande et si finement sculptée que les premiers explorateurs l'ont prise pour une formation naturelle. Quand d'autres ont été découvertes au début du XXe siècle, les archéologues ont réalisé qu'ils avaient affaire à quelque chose d'extraordinaire. Ce n'étaient pas des sculptures tribales grossières, c'étaient des chefs-d'œuvre d'ingénierie et d'art, créés par une civilisation qui a prospéré entre 1500 et 400 avant Jésus-Christ, quand la plupart des grands empires du monde n'existaient même pas encore. Ce qui rend les têtes Olmec si déconcertantes, ce n'est pas juste leur taille, c'est la logistique. Le basalte utilisé pour les sculpter venait des montagnes de Tuxtla, à plus de 80 km de là. Pourtant, les Olmecs n'avaient pas de roues, pas d'outils en métal et pas d'animaux de trait. Déplacer des pierres aussi grosses à travers un terrain tropical dense serait un défi monumental même avec des machines modernes. Les chercheurs estiment que chaque bloc aurait nécessité des centaines de travailleurs, des rouleaux en bois et des radeaux pour le transport. Mais il n'y a aucune trace des routes ou des voies navigables qui auraient été nécessaires pour un tel effort. Certains archéologues ont suggéré que les pierres ont flotté sur des rivières grâce à des radeaux. D'autres pensent que les Olmecs utilisaient des systèmes élaborés de traîneaux et de poutres en bois. Mais même la meilleure de ces théories n'explique pas comment les pierres ont été chargées, soulevées ou positionnées avec une telle précision. Chaque tête a été sculptée avec des détails fins,
de la courbe des lèvres au contour des casques qui les couronnaient en n'utilisant rien de plus que des marteaux en pierre et de l'abrasion au sable. Des tests modernes sur le basalte montrent qu'il est exceptionnellement dense, plus dur même que le granit. Le façonner en utilisant les outils primitifs disponibles à l'époque aurait nécessité des milliers d'heures de travail constant. Pourtant, la finition des têtes est lisse, presque polie. Leurs traits faciaux sont profondément incisés, les proportions mathématiquement équilibrées. Celui qui les a sculptés possédait non seulement un talent artistique, mais une compréhension avancée de la géométrie et de la science des matériaux, bien au-delà de ce qu'on pensait possible en Mésoamérique il y a 3000 ans. Chaque tête est distincte, avec des caractéristiques uniques qui, selon beaucoup, représentent de vrais individus. Certaines ont un nez large, des lèvres pleines et des yeux en amande, des traits différents de ceux des peuples mésoaméricains ultérieurs. Les coiffes qu'elles portent ressemblent à des casques de protection, certains décorés de motifs complexes ou de symboles animaux. Les archéologues débattent de leur signification. Étaient-ce des dirigeants immortalisés dans la pierre, des guerriers portant un équipement de cérémonie, ou être des divinités dépeintes sous forme humaine pour combler le fossé entre l'homme et le dieu? Quelques chercheurs marginaux sont allés plus loin, soulignant que les traits des têtes ne correspondent à aucun groupe indigène connu de la région. Certains premiers explorateurs au XIXe siècle ont même spéculé qu'elles ressemblaient à des personnes d'origine africaine ou polynésienne, menant à des théories de contact transocéanique anciens. Bien que les chercheurs traditionnels rejettent ces affirmations comme spéculatives, la question demeure. Pourquoi ces visages colossaux ont-ils l'air si différents de tout ce que les Olmecs ont créé d'autre? Pour les Olmecs, ces monuments avaient clairement une signification culturelle et politique profonde. Ils étaient souvent placés sur des places de cérémonie, tournés vers l'extérieur, comme s'ils gardaient des espaces sacrés ou marquaient le pouvoir royal. À l'Avanta, l'un des plus grands centres cérémoniels du cœur Olmec, les têtes étaient disposées le long de l'axe central du site, alignées avec d'autres ouvrages en terre massif et des mosaïques enterrées faites de jade. Les archéologues pensent que l'Avanta était une sorte de capitale, abritant une élite puissante qui contrôlait les routes commerciales s'étendant du golfe du Mexique à l'Amérique centrale. Les têtes représentaient peu, être ses dirigeants, leurs portraits sculptés pour projeter force et divinité pour l'éternité. Mais le mystère ne s'arrête pas à leur création. Quand les colons espagnols sont arrivés au Mexique, des milliers d'années plus tard, ils ont trouvé des villageois locaux découvrant ces pierres massives dans la jungle. Pour les colons, l'idée qu'un peuple ancien ait pu construire de tels monuments entrait en conflit avec la chronologie biblique, une vision du monde dans laquelle les Amériques n'avaient aucune civilisation avancée avant le contact chrétien. Les missionnaires et les conquistadors considéraient les sculptures comme des reliques hérétiques, des preuves physiques que le passé de l'humanité était plus vieux et plus complexe que ce que l'Église autorisait. Beaucoup des premières découvertes ont été délibérément détruites. Certaines ont été brisées et enterrées à nouveau, tandis que d'autres ont été réduites en poudre pour faire de la chaux pour la construction. Des rapports des XVIe et XVIIe siècles décrivent des frères espagnols ordonnant la démolition d'idoles de pierre dans la région. Des statues si grandes que les locaux refusaient de les toucher, croyant qu'elles étaient maudites. Le résultat fut des siècles de silence. Le temps que les archéologues modernes redécouvrent les têtes dans les années 1900, elles avaient déjà subi des vagues de destruction et d'effacement. Même aujourd'hui, leur préservation reste un défi. Plusieurs têtes sont encore partiellement enterrées, leurs moitiés inférieures cachées par des siècles de terre et de végétation. Des fouilles dans les années 1950 et 60 ont révélé que beaucoup avaient été intentionnellement enterrés dans l'Antiquité, comme si les Olmecs eux-mêmes voulaient les dissimuler. Que ce soit pour des raisons rituelles ou dans le cadre du déclin de la civilisation reste inconnu. La nature interdite de ces artefacts ne concerne pas seulement ce qu'ils dépeignent. C'est aussi à propos de ce qu'ils représentent. Pendant longtemps, les Olmecs ne rentraient pas bien dans le cadre historique de la Mésoamérique. Leur civilisation s'est élevée et s'est effondrée avant les empires Maya et Aztèques. Pourtant, elle était plus sophistiquée que les deux à certains égards. Les premiers archéologues ont eu du mal à accepter qu'une telle ingénierie et un tel art aient pu exister dans les Amériques si tôt, ce qui a conduit à des décennies de négligence académique. Les Olmecs ont souvent été qualifiés de culture mère, le point d'origine mystérieux d'où les civilisations ultérieures ont émergé, une expression qui suscite encore le débat aujourd'hui. Ajoutant à l'intrigue, des traces de l'influence Olmec apparaissent bien au-delà de leur patrie. Des symboles, des motifs et une imagerie religieuse similaire aux leurs ont été trouvés à travers l'Amérique centrale, suggérant un réseau d'échanges culturels qui s'étendait sur des milliers de kilomètres. Des masques de jade, des autels colossaux et des têtes sculptées plus petites sont apparus dans des endroits inattendus, comme si des morceaux de leur civilisation avaient été intentionnellement éparpillés pour préserver sa mémoire.
Les têtes elles-mêmes restent silencieuses, n'offrant aucune inscription, aucun nom et aucune explication. Sans archives écrites, les chercheurs en sont réduits à interpréter ce que les Olmecs voulaient dire. Certains soutiennent que les têtes ont été créées pour commémorer des victoires ou des alliances. D'autres pensent qu'elles étaient des monuments funéraires pour de grands chefs. Il y a même une théorie selon laquelle les casques qu'elles portent servaient à canaliser l'énergie rituelle, des représentations physiques de la connexion entre l'homme, la Terre et le cosmos. Aujourd'hui, la Vanta est un parc national et un musée en plein air. Certaines des têtes ont été déplacées vers des villes voisines pour être protégées, mais d'autres restent là où elles ont été trouvées, à moitié submergées dans la jungle, lentement reprises par la nature. Les chercheurs continuent d'étudier leur composition chimique, leurs origines de carrière et les traces d'outils microscopiques qui les ont façonnées. Pourtant, les questions les plus fondamentales restent sans réponse. Comment ont-elles été déplacées? Qui les a sculptées et pourquoi? Et c'est tout pour notre liste de découvertes archéologiques qui retournent le cerveau. Si t'as kiffé, lâche un like. Abonne-toi pour pas rater nos prochaines révélations sur l'histoire oubliée et dis-nous en commentaire quelle découverte t'a le plus choqué.